J'ai bientôt 100 000 abonnés. Quand j'avais 40 voire 50 clients en même temps à gérer alors que je suis toujours au lycée, j'avais un taux de closing allez, 95% on va dire. Comment est-ce qu'il faut réagir? On est mort parce que l'IA va nous tuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de New Gen Podcast. On se retrouve en studio, c'est notre premier épisode en studio mec, je suis ultra content. Un petit peu stressé vu que c'est la première fois que je tourne dans un studio, mais ça fait plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir, mais oui, il faut pas stresser, on va envoyer de la valeur. Le but c'est de vous donner un maximum dans un meilleur cadre. 100%. Donc aujourd'hui on a dit on fait un épisode un petit peu plus poussé comparé au dernier, parce que les derniers c'était un petit peu, on parlait de notre life, etc., des anecdotes. Aujourd'hui ça serait bien d'avoir un contexte un petit peu plus approfondi sur différentes thématiques qu'on a sélectionnées. Déjà ça serait bien qu'on fasse un petit récap de notre semaine. Je te laisse commencer. Ouais, rapidement là il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le marché, etc., depuis 2026. Enfin, en soi la psychologie humaine est pareille, les gens sont pareils, mais il y a des trends entre guillemets sur lesquels les gens surfent, que ce soit le volume de contenu où tout le monde commence à bombarder énormément. Du coup je suis la tendance de mon côté. Du coup ça déclenche beaucoup de trafic et beaucoup d'appels de vente. J'ai mis en place un setter qui du coup m'aide aussi sur ça, et honnêtement actuellement ça avance plutôt bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on va essayer de vous donner de la valeur à propos de la vente, de vos offres, du closing, du contenu, de tous les domaines qu'on expérimente aujourd'hui, parce que de nos côtés on est jeunes, mais ça fait quelques années qu'on est sur le terrain, qu'on est sur le marché, qu'on voit des choses, et si on peut vous envoyer de la valeur, vous aider de nos expériences personnelles et de ce qu'on voit avec nos clients, bah, c'est avec grand plaisir. Je te laisse aborder un premier point. Ouais, premier point, moi je serais chaud de parler du contenu. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au l'hyper volume de contenu. On a vu, il y a Hamza genre, qui a fait un défi, si je dis pas de bêtises, de poster 500 fois en 24 heures. Ouais. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Ça dit beaucoup de choses, c'est intéressant parce qu'on voit les résultats, ça marche très bien pour lui ou pour Marvin ou pour tous les gens qui suivent ça, mais ce qu'il faut pas négliger, c'est qu'ils font quand même du bon contenu, même s'ils parlent quelques heures, même s'ils font les contenus rapidement, c'est des bons contenus, ils donnent de la bonne valeur, ils savent parler à leur cible, ils ont un bon copier oral, c'est un truc dont on pourra parler, mais c'est très important le copier oral aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à captiver des gens, et surtout ils ont déjà une base d'audience. Si jamais tu te lances dans le contenu demain, que tu n'as jamais testé de faire du contenu, que tu connais pas du tout ce domaine-là, alors envoyer des dizaines et dizaines de reels tous les jours, c'est pas forcément le choix le plus smart. D'abord se poser, comprendre vraiment ce que les gens veulent, aller sonder ta cible, aller sonder aussi les gens avec qui tu parles au quotidien, savoir ce qu'ils aiment regarder, et se baser sur ça pour pas faire des contenus à l'arrache et se cramer à faire des heures de contenu qui ont servi à rien. Ouais, c'est sûr. Après, on voit aussi, du coup, ils vont dans des... ils prennent leurs appels. Souvent, c'est des appels de groupe qu'ils font. Donc, en vrai, je pense que ça en fait assez rapidement. Mais ce qu'ils disaient, justement, c'était de prendre, par exemple, les 5 moments les plus intéressants plutôt que de couper 1 heure d'appel en 60... en plein. Ouais, exactement, bah, c'est trop important de recycler son contenu, hein. Bah, là par exemple les podcasts qu'on fait, on peut en faire plein de reels, pareil pour vos appels de coaching, que ce soit consulting en one-to-one ou en one-to-many, c'est trop facile en fait, c'est juste vous envoyer ça à un monteur qui connaît bien votre DA, vous lui expliquez exactement ce que vous voulez, il va prendre les meilleurs extraits, pouvoir les monter soit dans un style poussé ou non, et vous avez des contenus qui sortent en automatique sans avoir à tourner plus, parce que dans tous les cas, vous aurez vous aurez fait vos consultings ou vous auriez tourné votre format long. Donc c'est essentiel de faire ça pour envoyer, quoi. Et 100%. Toi, c'est quelque chose que tu aimerais bien faire, monter encore plus haut au niveau du volume ? Ouais, là, je vais tenter de poster une centaine de reels sur 10 jours. Bon, après, c'est pas en un jour, mais ça fait à peu près 10 par jour. Là, j'en ai déjà 10 pour aujourd'hui. En vrai, ça se fait. C'est pas si compliqué que ça. Une fois que t'as déjà chopé le truc, que tu sais de quoi parler exactement. Je pense que le truc le plus dur, c'est de choper les sujets et de savoir quoi dire. Mais du coup, moi, je reprends soit des extraits de mes podcasts, soit des extraits de mes consultings, soit juste, je mets une caméra et je me filme et je parle. Et comme je connais bien mon sujet, je sais quoi dire. J'ai même plus trop besoin de scripter mes idées, même plus du tout. Des fois, je mets des reels où juste je me filme et j'ai une idée qui pop. Je la dis aucun script, je bégaye même pas, alors que de base je bégaye dans la vraie vie, mais comme je connais très bien mon sujet, bah, ça me permet de parler facilement et de donner de la valeur. Ok, bah écoute, je te rejoins sur ça. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je vais faire ça aussi pour mes coachings. Forcément, c'est assez simple. J'ai juste je prends un Fathom ou Loom Networker et franchement, ça le fait facilement. Et ensuite, il va falloir que je trouve un monteur pour faire ça aussi. Mais ouais, je pense que c'est une bonne chose. Après, moi, je pense mes réels en général, ils sont un peu plus poussés, tu vois. Je prends un cobaye, etc. Vu que c'est du posing, faut le montrer. Plutôt que juste dire, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir un cobaye, etc. directement, ça ajoute plus de friction, plus de travail aussi vis-à-vis du... Tu peux alterner, montage. Bien sûr. Mais alterner, Et dans tes appels, de toute façon, ils sont en caméra, non? Ou genre, ils ont t'as une photo d'eux que t'analyses, non? Souvent. En fait,
je pense, j'ai quand même pas mal de choix aussi. C'est-à-dire que je peux très bien analyser des vidéos, des photos, analyser Ah des voilà. athlètes, analyser, enfin, même, je peux prendre du coup les appels. Il y a plein de choses que je peux faire effectivement. Ouais. Ouais, parce que là actuellement, pour que les gens situent un peu, tu fais combien de vues en moyenne par reel? C'est t'as combien d'abonnés sur Insta? J'ai bientôt 100 000 abonnés. Bientôt. Là, je suis à 95 quasiment. Et au niveau des vues, en moyenne, 20 000 par réel. Ok. Et c'est quoi un peu la secret sauce pour faire autant de vues et avoir autant d'abonnés sur Insta? J'ai surtout réussi vraiment à trouver quelque chose qui a fait tiquer les gens, tu vois. J'ai pas un bon physique et je donne des conseils. Là, les gens, ils se disent What the fuck, pourquoi il me donne un conseil? C'est que lui. Et du coup, forcément, ça a très bien marché. Euh, Il y a aussi eu ce truc où en fait, je me suis adressé pas forcément à la bonne cible. C'est-à-dire que les gens, j'ai fait des réels un peu attire touristes. Et ce que j'appelle dire aussi un peu appel indien, tu vois. Il y a, il y a pas mal de. Tu sais, en fait, je faisais des réels juste avec des flèches sans parole et au final ça attire. Donc forcément, c'est plus simple pour comprendre. Et puis, du coup, c'est pour ça que je suis monté très vite. Et puis, en fait, dès lors que tu as un post qui explose, qui fait 1 million de vues, les autres, ils vont suivre. Ils vont faire 100 000, 200 000 et au minimum 10 000 vues. Mais je fais un post qui est nul, tu peux être sûr, je fais 10 000 vues. Ok. Et par contre, au niveau des interactions, du coup, est-ce que tu vois quand même que tu attires un minimum de bonnes personnes? Parce qu'on dit, ouais, il faut pas faire du contenu pour la masse, parce que sinon tu n'attireras pas ta cible, etc. Mais dans tout ce lot-là, quand même, il y a une grande partie des gens qui sont des coachs sportifs. Enfin, pas une grande partie, mais une partie qui sont des sportifs de haut niveau qui souhaitent progresser en posing. Ouais, je pense. Après, je les ai eus un petit peu via ce type de réel vraiment mass market. Également via des réels un peu plus nichés, on va dire, un peu plus précis. Et après, j'ai aussi un travail au niveau des stories, des recommandations, du setting, etc. J'ai fait un moment beaucoup de setting, donc forcément ça a marché. J'ai fait aussi la technique follow. Alors, je me suis pas forcément désabonné en général, je reste abonné, mais le fait de follow 5 à 10 personnes par jour déjà, si on prend sur un an, ça augmente énormément. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai que je pense pas du tout et je pense qu'il y a peu de gens qui le font. Ok, intéressant. Bah, bonne value à prendre pour Insta. Est-ce Mais, qu'aujourd'hui, ton contenu, c'est le gros de ton business ou est-ce que tu penses que sans contenu, tu pourrais continuer? en vrai, je pense que la priorité, c'est le setting. Si je devrais garder vraiment un truc, ce serait le setting. En vrai, le contenu, c'est bien. Ça permet de convertir. Surtout, je trouve. Après, ça fait les deux. Dans les faits, je pense que c'est vraiment un mix des deux. Mais effectivement, je pourrais très bien m'en sortir sans contenu, mais je ferais x2 avec du contenu. Pour le coup. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Le setting, tu peux genre faire du cold call toute ta vie, faire de la démarchage par email, par Insta ou quoi, et faire de l'argent, mais tu te brides et tu te bloques à un certain stade où juste bah, ton temps à envoyer des messages toute la journée. C'est pas productif, même si tu recrutes des mecs, en vrai, t'as une limite. Et surtout, ton taux de réponse déjà en DM, si t'as pas de contenu, t'as pas de brand ni rien, il va être hyper faible. En cold call, en soi, ça change rien. Et surtout, bah, t'as pas l'accès à ce levier qui est le contenu qui fait qu'il y a 1000 personnes à qui tu peux parler en même temps. En setting, t'es du one-to-one. Tu peux pas avoir 10 conversations en même temps, même si t'as 10 personnes, c'est 10 conversations max. Et tu vas payer je sais pas combien en frais de setter. Alors qu'avec ton contenu, il y a 1000 personnes qui peuvent être en train de regarder ta vidéo en même temps et être éduquées à ton narratif et tout. Donc oui, évidemment qu'en setting, tu peux faire de l'argent, mais si t'ajoutes le contenu, bah tu feras 10 fois plus. Ouais, franchement, exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Par rapport à ça, parce que tu disais, tu as recruté un setter. Ouais. Ça, c'est intéressant. Comment tu as fait pour le recruter? Honnêtement, ça c'était dans mon réseau. J'ai pas vraiment eu de process comme j'y peux avoir pour d'autres postes. Là, c'était vraiment quelqu'un qui était setter, qui était abonné à moi. Je lui ai envoyé un message. Je cherchais, enfin, je suis juste allé dans mes abonnés, j'ai marqué setter et j'en ai trouvé un, quoi. Ok. Et après, tu as eu un onboarding précis ou pas? Ouais, bah oui, j'ai une fiche notionnée complète avec tout le process qu'on a. Je lui ai donné du coup les accès, je lui ai donné des convs à regarder, des SOP à regarder, des petites vidéos où je fais le setting moi-même, où je lui explique exactement la démarche. Genre, j'explique ce que je fais, mais à l'oral. Et du coup, il a tout le process, il sait quoi envoyer à qui, comment faire, quoi. Ok, et tu fais des appels aussi avec lui quotidiennement? Non, pas quotidiennement, on s'est déjà appelé, mais pas plus que ça. Honnêtement, peut-être qu'il faudra en faire oui, en faire un par semaine pour faire un récap, quoi, mais pas plus.
Ok, mais écoute, assez intéressant pour les personnes qui voudraient un setter. Moi, c'est quelque chose que je vais faire. Je reviens juste sur un point tout à l'heure par rapport, du coup, au fait d'avoir des clients, des leads ultra facilement. Pour moi, mec, c'est ultra simple. Là, si je devais repartir de zéro, le truc que je ferais, c'est à la fois du contenu, des stories, et je m'abonne à 50 personnes par jour. Je réagis aux stories, je parle avec des personnes et on voit trop souvent des setters t'envoyer des call DM insupportables. Et je pense que mon regard par rapport au setting à froid, il est un petit peu différent. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est tu réagis, t'envoies des messages, etc. Vraiment, en fait, tu fais comme si t'étais le pote. Tu vois, vraiment le mec qui s'intéresse réellement et pas juste par profit simple. Clairement, bah oui, c'est de la relation humaine, hein, clairement. Et même si vous faites juste de l'outreach à froid, ou à froid, c'est de la merde, mais tiède, genre avec les gens qui interagissent, etc., envoyez pas des messages où on voit que vous avez un espèce de vice caché derrière. Tu vois, à vouloir camoufler les choses, soyez très honnête, soyez très honnête dans votre démarche dans tous les cas, en disant exactement pourquoi vous êtes là. De façon courte, succincte, intéressez-vous à la personne, demandez-lui ce qui la bloque si jamais c'est ce que vous cherchez à résoudre, et envoyez pas des messages à des gens qui ont rien à voir avec votre cible, vous allez juste perdre du temps. Envoyez des messages qu'aux gens qui interagissent et qui ont un profil qui rentre dans votre ICP. Comment analyser ça? Si jamais vous visez des gens qui font de la thune, bah, ça se voit au Insta en vrai. Si vous cherchez des gens qui sont coach sportifs, bah, ça se voit aussi au Insta, enfin il y a marqué un minimum de détails sur ça. Vous cherchez des femmes qui sont grosses, bah, vous n'envoyez que des messages aux femmes grosses. Enfin, non mais oui, non, bien sûr. faut juste penser à ça parce que sinon vous allez juste perdre votre temps et ouais, c'est rien. Après, moi, je vois ça comme un travail de long terme, hein. En fait, en général, on reçoit des messages, les mecs, ils veulent « Ok, là, tu m'envoies un message. T'inquiète, mec, je prends un call direct. » Moi, je vois vraiment le truc. Je réagis une première fois à la story. Ensuite, le mec like. Ensuite, je réagis, je sais pas, par exemple, à une story, mais en envoyant un message. Ensuite, enfin, tu vois, un emoji la première fois, ensuite un message. Ensuite, je pourrai avoir une petite discussion avec lui, je vais liker son pote, je vais commenter, etc. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir m'intéresser à lui, etc. Mais d'une façon ultra simple. Sans avoir à être trop direct au début, prends un call avec moi. Ça, en général, ça passe jamais. Clairement. Ben, c'est comme les lead magnets que j'envoie personnellement. Il y a des gens qui ont récupéré 3 lead magnets avant qu'on prenne un appel. Je leur ai fait les audits personnalisés, je leur ai donné tellement de valeur. Et des fois, on va en appel. Au début, ils sont pas du tout dans l'intention d'acheter. Et même moi, je pensais pas leur vendre. Et au final, je les close parce que c'était juste un consulting gratuit de 30 minutes où je voulais juste leur donner de la valeur. Et en fait, ils ont été closés par la valeur alors qu'ils avaient même pas forcément les moyens de base dans leur tête, ou ils pensaient même pas qu'ils allaient acheter quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est trop puissant. Donner, et Dieu vous le rendra. Mais là, du coup, c'est vos prospects qui vous le rendront. Non mais ouais. Et je repense à un truc aussi, on avait fait un appel avec Jules, il me semble, qui avait dit ça. C'était ne pas donner c'était quoi, le comment, mais le pourquoi. Et au final, ça marche ultra bien. Et depuis que j'applique ça, c'est magique. Parce que du coup, ils veulent après le comment, parce qu'ils savent exactement les bénéfices, ce que ça va leur apporter et tout. Et ils savent pas, mais comment concrètement? Moi, je le fais dans mon cas. C'est ça que tu vas leur apporter. Ouais, ok, intéressant. Autre point que le contenu, comment est-ce qu'on package une bonne offre? Je te laisse commencer. Ok, ça marche. Packager une bonne offre, faut pas que vous soyez un nice to have. Un nice to have, c'est quelque chose où on se dit ok, ce serait cool, mais pas maintenant, il n'y a aucune urgence, pourquoi est-ce que je prendrais ça? Une bonne offre, c'est quelque chose qui résout une grosse douleur. Ça, c'est classique, c'est logique, mais surtout qui est bien packagé, donc on voit clairement la transformation. Les offres transformationnelles du type passe de ça à ça, c'est bien, mais formulez le mieux. Et surtout, montrer le bénéfice et ayez quelque chose de différenciant. Une bonne offre, c'est pas la même que le voisin, ce que j'aurais à dire principalement. Je suis assez d'accord. Moi, je rejoins un petit peu le principe de l'offre irrésistible. Le truc que vraiment l'offre est tellement incroyable que la personne s'en tirait honteuse et dégoûtée de ne pas l'avoir acheté. Après, j'ai pas réellement approfondi de mon côté tout ce qui était offre, mis à part effectivement le fait que la personne achète la transformation et pas le produit en tel en lui-même. Ouais. Et justement, pour marketer ces offres-là, ce qu'il va falloir faire, plutôt que dire le livrable qu'ils auront, tu auras accès à 18 vidéos personnalisées, un appel toutes les semaines, ça ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent, tu vas juste dire ok, à la fin tu seras comme ça. Et après, s'ils demandent le process dans l'appel, là tu leur expliques, et en ayant une accumulation de beaucoup de choses, et que ce soit pas des choses débiles, enfin.
Et essayez pas de faire des mini-produits dans votre offre pour que ça paraisse beaucoup. Donnez juste des gros trucs. Alors, je sais pas, Mm. des gros audits, l'accès à telle personne, l'accès à un closer, l'accès à je ne sais quoi. Et je pense dans vos offres, essayez de mettre plus de done for you. Enfin, moi, c'est quelque chose que je vois. Là, plein de gens qui viennent chez moi qui se plaignent du fait que la plupart des offres, c'est juste on te dit, ouais, démerde-toi, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. En tout cas, pour du make money, ça marche pas. Enfin, les gens vont pas passer à l'action avec des offres où on leur dit juste quoi faire. Soit vous êtes vraiment derrière eux hardcore enfin en tout cas en B2B hein, et vous leur donnez des choses concrètes, donc je sais pas, des scripts de vente, vous leur mettez en place un closer, vous leur faites ceci, plutôt que juste leur dire ouais bah pour mieux closer il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. La personne elle va pas appliquer, elle va même pas regarder toutes vos vidéos de formation et il y aura aucun changement à la fin. Ok, donc toi tu prônes vraiment pour le fait d'accompagner la personne et pas juste lui dire fais ci, fais ça. Ouais, et quand je dis accompagner, c'est aussi faire des choses pour elle, enfin que ce soit ton équipe ou toi. Et du coup, même tu pourras vendre beaucoup plus cher. Ce qui est une offre avec une grosse partie de Done for You, tu vends 10 fois plus cher, enfin 10 fois plus cher, j'abuse, mais beaucoup plus cher que juste un accompagnement où il y a des calls, waouh, et un mini suivi. Ouais, j'avoue. Et question, t'es pour les calls ou pas pour un accompagnement? Ouais, ça peut être intéressant. Enfin, ça dépend des blocages de la personne. Si la personne a juste besoin que de t'envoyer des messages WhatsApp et que tu lui répondes avec les ressources, etc., dont elle a besoin, ou que tu lui envoies des choses, il n'y a pas forcément besoin. Peut-être pas se mettre une récurrence spécifique. Moi, ce que je fais, c'est qu'ils peuvent prendre un appel quand ils ont besoin. Et souvent, il y en a un toutes les 2-3 semaines, selon le besoin, ou toutes les semaines si jamais il y a besoin. Enfin, ça dépend vraiment du cas par cas. Ok. Ouais, donc c'est pas. Parce qu'en général, on voit, il y a un appel par semaine qui est fixé, mais donc toi, c'est plutôt quand la personne souhaite le prendre. Exactement, Ouais. même si au final, il y a une grosse arrivée, enfin un gros lancement qui arrive, on va faire beaucoup d'appels avant pour bien préparer. Si jamais il y a un gros problème, on va s'appeler. Enfin, tu vois, c'est plus en fonction de la situation. Ouais, j'imagine que ça dépend aussi des personnes en général. Si tu travailles avec des personnes qui ont peu de temps, ça prend Ouais. forcément du temps de Clairement, faire des il y en a, calls. ils en ont rien à foutre. Il y en a, on s'est jamais appelé Ouais. en 6 mois de collaboration. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, il y a d'autres points par rapport à l'offre? Ouais, bah là, on était parti un peu sur la délivrabilité. Ouais. On a commencé à parler de comment est-ce qu'on structurait tout ça. Aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, faut hyper bien délivrer ses clients, c'est trop important. Mais en vrai, dans les faits, il y a encore plein de gens qui le font mal parce qu'ils savent même pas comment faire. Je pense que c'est pas forcément tout le monde une intention de mal faire. C'est surtout comment est-ce que je fais concrètement. Et par toi, comment ça s'est passé pour que t'aies que des avis positifs, je vois tes stories, tout le monde est ultra satisfait, etc. Là, actuellement, j'ai très peu de personnes parce que j'ai peu de temps. Mais quand j'avais 40 voire 50 clients en même temps à gérer alors que je suis toujours au lycée, donc j'ai toujours mon 35 heures, on va dire, à côté. Pour bien délivrer et que les clients soient satisfaits, c'est avoir des réponses WhatsApp les plus rapides possibles. Donc j'essaye d'avoir 2 à 3 blocs de WhatsApp. Après, je me les planifie pas réellement, tu vois, c'est-à-dire, je pense que tu es dans le même cas que moi. Et pour ceux qui nous regardent, qui sont encore étudiants, tu as une pause, tu manges, tu as juste un moment de libre, tu réponds aux messages. Comme ça, les gens se sentent jamais délaissés. Ensuite, j'envoie des formulaires de satisfaction aussi. Ça, c'est assez important, même si la plupart de mes clients n'y répondent pas vraiment. En général, ils ont la flemme, hein. Même si tu relances, etc. Je fais aussi des demandes de témoignages. Et maintenant, les témoignages, au lieu de les faire en face cam, je vais leur demander de les faire directement en visio ou en podcast. C'est même plus simple. Comme ça, au moins, ils seront obligés. Et puis, il y a un échange. C'est plus sympa à écouter. C'est beaucoup plus puissant. Ouais. C'est plus long, tu montres vraiment la transformation en 30 secondes, 40 secondes, les gens ils ont pas le temps de dire tout ce que ça a changé dans leur vie. Tu peux appuyer sur des choses, tu peux leur demander clairement leur situation initiale et la situation actuelle, et les gens qui regardent ça, ils sont préconvaincus. Enfin, tu vas le voir bientôt, mais c'est trop fort. C'est sûr, mais toi tu pourrais faire ça aussi. Ouais. Bah là il y a un épisode avec un de mes clients qui sort, mais après Okay. je l'ai pas vraiment tourné ultra comme ça en mode transformation. J'ai plutôt posté sur la chaîne secondaire dans les épisodes que je vais faire comme ça, mais oui, même je pense, bah là il y a un client avec qui on vient de signer, on va retourner son bis, ça va être incroyable, j'ai fait des trucs de fou là, et je pense que je vais l'inviter sur Paris, je sais pas, dans un mois ou deux quand on aura des gros résultats, et puis on fera un podcast, peut-être un vlog ou quoi. Mec, c'est insane. Dans un studio de podcast, comment c'est incroyable. Là, je sais, moi, c'est aussi ce que j'aimerais faire avec mes athlètes que je vois en compétition. Tu vois, tu prends un caméraman, tu leur poses quelques petites questions, etc. C'est naturel. Bien sûr. Ça, c'est incroyable. En plus, c'est dans le cadre du truc. Non, si tu fais ça, c'est très très bien. Ouais, 100%. Ouais, du coup, je reviens sur ce que tu disais. J'essaye aussi, donc voilà, j'envoie des questionnaires, etc. Et je m'améliore continuellement. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils me le disent, on est honnête, et puis je m'améliore.
Concrètement, c'est ça. Et Ok. de ton côté? Moi, de mon côté, ça passe par disponibilité de fou. Moi, je réponds quasiment tout le temps, même si je suis en cours ou quoi. Et surtout, livrable en temps, en heure. On se fixe des to-do respectifs, on les respecte. En fait, ça passe beaucoup par la définition du plan et de ce que vous allez faire et comment vous packagez vos points de passage. Donc, les points de passage, c'est un truc qui est hyper important. C'est par où est-ce que votre client doit passer pour atteindre le résultat. Ça peut se décomposer en beaucoup d'étapes et c'est plus simple d'avoir des micro-étapes parce que ça paraît plus réalisable de passer à l'étape d'après. Et en fait, c'est juste une suite logique, c'est mathématique. Si jamais il fait ça, ben, il aura tel résultat. Et tu suis bien ça, je le respecte. T'es disponible et tu fournis les bonnes choses. Moi, du coup, il y a une grosse partie done for you. Je pense que ça fait partie de 70-75% des choses qu'on fait avec nos clients. C'est je leur donne les scripts, les vidéos montées, les trames, des fois les invités. Enfin, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Les sujets, les miniatures. Enfin, tout est fait pour eux. Les titres, ils ont tout de A à Z, quoi. Ok. Donc, toi, concrètement, tu gères cette partie transmettre les réels ou les infos entre les monteurs et minimakers aux clients, c'est ça? Ouais, et de plus, il y a aussi la partie scripting et même sujet des Reels, des vidéos YouTube, etc. En fait, ça accompagne vraiment sur tout le pôle création de contenu. C'est comme si tu avais un head of content, mais qui est vraiment chaud et qui a une team derrière. En fait, tu externalises ton pôle contenu en général, pas que YouTube en plus. Ouais, je vois. Ok. Donc, toi, t'es vraiment celui qui est derrière la stratégie. Exactement. Top. Moi, j'aimerais bien qu'on passe sur la partie closing. Ok. Ouais. Ça serait assez intéressant. Sur comment. Attends, juste avant qu'on passe à ça, dis-moi. tu peux rappeler tes taux de closing? Enfin, à ton prime. À mon prime, j'avais un taux de closing allez, 95%, on va dire. Voire 100%. C'est terrifiant, alors que ce mec ne s'est jamais formé en vente. Hein. Non, jamais. En plus, j'étais nul. Genre, j'arrivais en appel, je commence à dire directement, bon, voilà mon document Google Sheet, tu vas devoir compléter ici et ça. Le mec, il devait péter son crâne. Ouais, mais Non. en fait, t'avais un prix qui était trop faible aussi et t'avais une grosse valeur perçue. Enfin, c'est pour ça qu'on voulait créer du contenu de partout, tout le monde vous dit ça. Parce que regarde le taux de closing que ça t'amène. Vas-y, maintenant, je te laisse parler. En plus, mec, attends, anecdote. Pour les appels de closing, parce que ma mère, à cette époque-là, voulait pas que je sois dans le business. Et du coup, je sortais chez moi, je faisais les appels de closing en marchant. Ah ouais. Genre, c'est pas très. En plus, ça, je pense pas que ce soit le meilleur truc à faire. Quoique, en vrai, ça montre que t'es détaché. Je pense que ça dépend de ta cible. En vrai, des sportifs, ouais, ils vont comprendre. Ils vont dire, ah, il est sportif, il fait des steps. Mais si vous êtes en B2B et tout, et que vous êtes avec des gens sérieux, ils vont pas kiffer du tout. Hein. Non, les mecs, franchement. Même moi, là, il y a un mec qui me fait ça, je lui dis, bah écoute, tant pis pour l'appel, je ne te prends pas, tu vois. Ouais. D'ailleurs, comment tu réagis quand t'as un mec comme ça qui est dans sa voiture? Mec, moi, ça m'arrive pas. Hein. Ouais. Enfin, des mecs qui ont pas la cam, je dis rien, je demande, oh, t'as pas la cam. En vrai, ça, je m'en fous, moi. Parce que du temps que c'est calme, que genre, y a pas du bruit de 50 personnes derrière ou quoi, c'est juste le mec, ça se trouve, il est pas à l'aise ou il a pas de cam, j'en sais rien. Et des fois, tu peux même closer des mecs qui ont pas la cam, mais après, ça change pas grand chose. Ouais. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais je trouverais ça un petit peu bizarre, tu vois. Ouais. Ouais. Bon. Enfin bref. Ouais, du coup, sur comment bien closer. Alors, j'aimerais bien que tu commences parce que je sais que tu t'es formé par rapport à ça et que tu avais déjà fait des calls avec des experts dans ça. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu de tous les head of sales ou sales à qui j'ai parlé et moi de tous mes appels de closing, c'est que, enfin, après, ça c'est aussi une thèse que j'ai moi-même, c'est que la vente, c'est de l'humain, c'est de la psychologie. Il n'y a rien de rationnel dans la vente, c'est que de l'émotionnel et il faut juste faire passer. En fait, c'est un peu comme quand tu délivres un produit, il faut faire passer la personne par différentes étapes jusqu'à ce qu'elle dise oui, j'achète, tiens ma CB. Et ces étapes, elles sont multiples, on peut revenir dessus, mais c'est qu'ils comprennent bien, qu'ils conscientisent la douleur, qu'ils conscientisent à quel point ça le bloque et l'urgence. Qu'il voit que tu es la personne qui peut résoudre ça, donc ça passe par toi ton offre, si elle est bien ou non, et si tu la marketes bien. Mais de base, il arrive préconvaincu si tu as du contenu et du nurturing, donc ça c'est pas la plus grosse étape. Qui conscientise que ça va changer quelque chose, que tu lui montres le résultat. Et il doit y en avoir d'autres dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est principalement ça. Et c'est en posant des questions, en s'intéressant à la personne profondément, en essayant de comprendre la situation, que tu pourras la résoudre. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer en soi, ça c'est assez naturel, je trouve, la vente. Franchement, moi je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Je suis un peu dans le même principe, c'est-à-dire que j'essaie de mettre la personne en confiance, etc. J'essaie par exemple
me trouver un point commun avec du coup le prospect. Enfin voilà, j'essaie vraiment que la personne se détende et qu'elle voit que je suis pas là uniquement pour closer, même si c'est mon but en réalité, mais aussi pour vraiment l'écouter et la comprendre. Ensuite, je creuse ces problématiques, je pose beaucoup de questions. Et suite à ça, je vais pouvoir présenter un petit peu comment je travaille, etc. Mais en général, ça vient plutôt à la fin. Et puis, je dis mon prix. Je montre vraiment que je suis la meilleure personne pour pouvoir l'aider. Et en fait, il faut vraiment y croire. C'est-à-dire que si tu penses que les concurrents sont un petit peu meilleurs, etc., tu seras bien moins convaincant. Clairement. Et ça, forcément, c'est problématique. Ça, je suis totalement d'accord. Et ça dépend aussi du prospect, parce que tu vois, des fois, quand tu as des profils où tu sais que, je sais pas si je suis le meilleur pour l'aider, ok, il est dans un domaine où peut-être un concurrent sera meilleur, et ben là, tu vas être bien moins bon et bien moins persuasif dans ta vente. Alors que, par exemple, tu as des calls où t'es avec un gars, tu sais, tu vois déjà ce que tu peux faire avec, tu vois le potentiel qu'il y a, tu fais, ah ouais, putain, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et là, du coup, ça se ressent dans la vente et souvent tu closes. Il y a 2 autres points que j'aimerais rajouter, c'est reframe les questions, enfin, reframe ce que la personne te dit, parce que souvent, elle dit quelque chose mais elle conscientise pas et tu peux en tirer des choses et être bien sûr de comprendre la même chose, donc ça peut être ouais non c'est sûr que l'accompagnement il pourrait vraiment m'aider. Ok, donc tu penses que c'est la meilleure solution pour toi aujourd'hui pour passer à telle situation, et là la personne là elle conscientise vraiment le fait, elle fait oui, il y a un truc qui se passe dans la tête, ça c'est important. Et le deuxième point, je crois que je l'ai oublié, mais j'en ai un autre qui me vient. C'est si la personne elle veut vite aller au prix. Ouais, mais du coup, c'est combien? Délayez, dites une phrase toute simple qui est assez bateau et que vous connaissez sûrement. Mais comment veux-tu que je te donne un prix, sachant que je ne sais même pas si je peux t'aider et si c'est pertinent qu'on puisse travailler ensemble. Excusez-moi pour le micro. Ok, bah écoute, pour moi c'est ok. Est-ce que tu as d'autres sujets dont tu voulais aborder? Ouais. En fait, moi, je veux surtout parler d'un truc assez global, c'est le marché de 2026, tu vois, on vient de changer d'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent, même dans le monde actuel, en soi, que ce soit l'intelligence artificielle, Internet commencé aujourd'hui, etc. L'attention des gens, le pouvoir d'achat, enfin plein de choses, le marché américain, tout plein de choses qui passent. Comment est-ce que ça se représente, toi, selon toi, dans le business en ligne? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il faut réagir? Est-ce que on est mort? Est-ce que l'IA va nous tuer? Je pense que non. Okay. Franchement, non, l'IA va pas nous tuer. On est tellement bon dans ce qu'on fait et on a vraiment ce côté humain derrière que l'IA, pour le moment, ne peut pas reproduire. Donc, on n'a pas à se faire peur par rapport à ça. Moi, ce que je vois surtout par rapport à l'IA, franchement, c'est juste nous soutenir dans des tâches, on va dire, un peu qui prennent du temps. Voilà, typiquement le montage, etc., le setting, et encore, enfin, j'ai un petit peu de mal à me projeter par rapport à ça, parce que quand on voit actuellement, que ce soit les IA de montage ou les IA de setting, c'est pas très qualitatif, et c'est vraiment pas pour le coup comparable à un humain, donc personnellement, je n'ai pas vraiment de soucis par rapport à ça. Ouais, moi je te parle plutôt vraiment à grosse échelle, les robots, tout ce qui va se passer, la super intelligence qui est censée arriver d'ici quelques années. Pour faire un petit parallèle, moi j'ai 2 thèses. J'ai parlé l'autre jour avec quelqu'un qui s'appelle Shaiman, qui est justement ingénieur en IA et qui est un expert sur ces sujets-là, qui fait des conférences, tout ça. Et lui me dit qu'on va finir par se faire tuer, que c'est bientôt la fin du monde et que si on régule rien, c'est la merde. Okay. Donc ça c'est une première vision. Et il y a l'autre vision qui est, ça fait 5 ans que ChatGPT existe, peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos vies? En soi, pas grand-chose. On prend moins de temps à faire quelques petits trucs. Est-ce que tu te fais toujours agresser dans la rue? Oui. C'était Tougan qui disait ça. C'est très réel. Est-ce que tu as une sécurité au top? Non. Est-ce que tu as des pays qui vont beaucoup mieux? Non. En soi, ça change pas tant que ça actuellement. Donc, il y a ces 2 visions-là qui sont un peu opposées. Et je pense que ça dépend de à quel point la superintelligence est puissante. Et de toute façon, on verra bien assez vite. Ça sert à rien, selon moi, de se poser des milliers de questions sur ça. On ne peut pas agir à notre échelle actuellement. À la limite, devenez extrêmement riche et contrôlez les IA, enfin, soyez dans ces genres de boîtes, montez des boîtes dans ça, et là vous pourrez avoir un impact. Mais sinon, faites votre cash en ligne, et oui, ça peut être menaçant pour beaucoup d'emplois et beaucoup de métiers, mais ça va être de l'adaptabilité. Et si vous savez vous adapter à tout ça, vous en sortirez gagnant. Bon, c'est un peu ma thèse. C'est ça, ok. Parce que oui, si on voit plus loin que 2026, forcément, ça va avoir un gros impact. J'avais entendu qu'on n'allait plus avoir d'emploi du tout. Après, nous, je pense, on n'est pas forcément trop à craindre par rapport à ça. Moi, je vois plutôt les emplois du BTP ou dans les usines, effectivement, là, qui pourraient vraiment se faire remplacer par les robots d'ici 2030. Ouais, après, on verra bien. Hein.
On verra bien. Après, faut voir parce que qui entretient les robots aussi. Ouais, bien sûr. C'est le premier point. Et est-ce qu'un humain vaut moins cher ou plus cher qu'une Plus flotte de cher. robots? Enfin, Juste, en fait, ça va être comme ce qu'on a vécu à l'époque. Dans les usines, Ouais. il y a beaucoup moins de monde qu'à l'époque de nos grands-parents. Ça va être la même chose, je suppose, avec du coup des personnes qui sont derrière des robots, qui les traitent, et du coup, il y aura moins de monde, et du coup, il y aura plus une tertiarisation des emplois, mais un petit peu quand même, avec des gens qui vont aller dans des emplois de bureau différents. Je ne sais pas, on verra Ouais. bien. Mais du coup, ça, je pense que si c'est ce type de personnes qui font ça, c'est un niveau d'études un peu plus supérieur aussi Ouais. que des simples ouvriers. Ouais, plus de qualifications, Donc, etc. C'est ce qui s'est forcément. passé à l'époque. Hein. Voilà, par rapport aussi à mon point de vue. Mais moi, je te parlais surtout d'un aspect, comment ça s'applique aujourd'hui, toi, à ta vie, maintenant, le fait que tu fasses du contenu, qu'il y ait l'IA, etc. Est-ce que, comment est-ce que tu vois les choses? Sur le long terme ou comment je m'en sers actuellement? Comment tu t'en sers et comment tu vois les choses, plus long terme? Pour l'instant, je trouve que ça change pas grand-chose pour le coup. En général, c'est un peu incrusté dans tout ce qu'on peut utiliser, que ce soit de Notion, etc. Il y a de l'IA un petit peu partout, mais je m'en sers comme tout le monde, traduction et pour corriger les fautes d'orthographe. Et puis, comment à terme je m'en servirai? Très honnêtement, je verrai ça sur le long terme et au moment donné où j'en aurai besoin. Et toi? Moi, l'IA, c'est un très bon ami, mais ce que je voulais dire, c'est surtout le marché actuel. Enfin, les choses ont changé quand même. Les gens ont moins confiance, justement aussi du fait de l'IA et du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont brisé la confiance. Et je pense qu'il faut s'adapter dans tous les cas. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, que j'ai une grosse thèse sur le contenu et que je parle beaucoup de ça, que ce soit format long, format court, omniprésence ou juste éduquer, etc. C'est parce que tu le vois, si jamais t'envoies un message à froid à quelqu'un et que tu le prends en appel, il va directement ah non, j'ai pas envie que tu me vendes quelque chose, personne n'aime les vendeurs, etc. Et aussi dû au fait que des gourous ont vendu de la merde, etc. Et donc, les choses ont changé, faut s'adapter. Paraître plus humain, même dans ça revient aussi à ce qu'on disait dans le setting relationnel humain H2H, c'est du fait qu'il y a beaucoup d'IA partout et je pense que ça a un impact direct dans tout ce qu'on fait en fait. Effectivement, c'est sûr que ça a un impact et on le voit de plus en plus. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai du mal à me projeter dans les années à venir par rapport à ça. Parce que tout va si vite, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a 3 ans, on parlait pas réellement de ChatGPT. Ouais, bien sûr. Enfin, ça commençait tout juste à naître, mais pas tant que ça au final. Ouais, exactement. Ça va vite. On verra bien. Toi, t'as un truc en tête où t'as envie d'en parler et genre, tu penses que ça va aider de fou les gens? Toi, t'as un truc en tête où t'as envie d'en parler et genre, tu penses que ça va aider de fou les gens? En vrai, je pense que ça pourrait être intéressant de comment gérer vos stories, par exemple. Vas-y. Parce que moi, j'ai quand même certaines... Enfin, je dirais pas jusqu'à dire expertise, mais je poste quand même pas mal de stories, en moyenne 5 par jour. En général, j'aime bien avoir une première story live. Donc, tu vois, c'est une story où je montre ma vie, etc. Pour justement capter les gens sur mon fil de story. Ensuite, je vais pouvoir poster une story transformation où je montre le résultat, donc la transformation de mon client, pour ceux qui sont dans le business, montrer du cash, les résultats, typiquement en chiffre d'affaires, ou en nombre de clients, par exemple, si vous êtes en coach business, par exemple. Ensuite, j'aime bien montrer des témoignages. Après, face cam, ça dépend, je donne de la valeur. Pas toujours des témoignages, mais je pense que c'est quelque chose que je devrais plus faire, justement. Et puis ensuite, j'apporte de la valeur. Et j'aime bien mettre en dernier aussi, que ce soit mes posts que je fais le matin, du moins mes posts de la journée. Ça, en général, j'essaye de le faire le soir, histoire de ne pas avoir un impact sur les stories du matin au niveau de la visibilité. Et également, le soir, dans le même créneau, du coup, où je reposte mon post de la journée, je reposte les stories de mes clients qui me mentionnent. Concrètement, c'est un petit peu ça. Ils sont les STA. Et call to action. Alors, actuellement, j'en fais pas, mais effectivement... Enfin, si, je peux en faire justement des fois, que ça soit pour mon groupe WhatsApp où j'ai plus de 600 membres. Donc là, j'ai 600 leads qui dorment. Voilà. Mais je vais bientôt les réveiller. Voilà. Mais oui, des fois, call to action pour que ça soit le podcast, etc. Je fais des sondages aussi. Quand c'est un épisode, en général, j'aime bien le mettre en premier, directement. Je m'embête pas avec une story live.
boum, je mets l'épisode de podcast. Ok. Moi, j'ai une vision un peu similaire. Juste, j'aurais rajouté 2-3 points. C'est mettez du storytelling. Enfin, soyez intéressant dans vos séquences de story. Et soyez bon en copie, ça vous aidera en général. Mais du coup, ouais, racontez bien les choses. Si jamais vous avez des clients avec des histoires assez sympas ou même que vous pouvez un petit peu romantiser, mettez-le. Et vous pouvez incorporer vos témoignages clients dans de la valeur. Enfin, vos résultats clients plutôt dans de la valeur. C'est-à-dire mettre un screen et à la fois expliquer le process que vous avez suivi. Ça renforce votre crédibilité et votre expertise en même temps. Donc, très puissant. Et oui, CTA, mettez-les pas forcément à la fin. Tu peux le mettre, genre, je sais pas, si jamais tu fais une séquence de 3 stories, tu peux le mettre dans la deuxième et après redire des choses. Moi, je les mets souvent à la fin par habitude, mais je pense que c'est une mauvaise habitude parce que les gens vont même pas forcément tous jusqu'au CTA. Et ça fait trop classique, ça casse pas, c'est le pattern. Ouais, je vois. Ça veut dire par exemple. Première story, t'expliques un truc, enfin, t'introduis le storytelling, quoi, ou live, ou t'appelles ça comme tu veux. Deuxième, tu envoies de la valeur, plus tu montes des témoignages et tu peux mettre ton CTA et tu continues l'explication en donnant de la valeur dans la troisième. Ouais, je suis assez d'avis aussi. Et tu remets peut-être un autre screen, genre, je sais pas, dans le premier, tu mets le nombre de leads qu'il a obtenu ou le nombre de calls qualifiés. Et dans le deuxième, tu montres le cash que ça a fait et tu réexpliques la stratégie derrière. Non, je suis d'accord avec ça. Et le fait aussi de poster des stories, plusieurs, par exemple, une à 10h, une à midi, etc. Le fait d'en poster tout au long de la journée, ça permet de à chaque fois revenir en premier dans le fil des stories. Ça peut être intéressant. Après, il faut avoir le temps, on va dire, de faire une story comme ça toutes les heures. Mais ça peut être intéressant. Après, encore une fois, à voir, traquer le nombre de vues sur les stories, parce que des fois, le fait de publier comme ça au final plein de fois, vous allez passer de 1000 vues par story à 200. Ouais, c'est pour ça. Ok, maintenant tu viens de parler de tracking, tu vas donner des idées. Pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont bien raison d'être restés jusqu'ici et pour prendre le maximum de valeur, vous allez avoir le droit à une masterclass tracking. Qu'est-ce qu'on traque? Qu'est-ce qu'il faut traquer? Manel, je t'en prie, et j'espère que tu vas pas me décevoir à me dire que tu traques rien, sinon je vais t'insulter. Je traque rien. Non. Vas-y. Ok, ne faites pas comme ce singe, s'il vous plaît, et traquez toutes vos datas, que ce soit les inputs, donc ce que vous postez, etc., les nombres d'outreach, de DM que vous envoyez. Traquez surtout aussi les outputs. Donc, moi, j'ai un logiciel qui me permet de savoir d'où vient chaque call. Est-ce que ça vient d'Instagram? Est-ce que ça vient d'une vidéo YouTube en particulier? Quel parcours d'achat le lead a fait? Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste mettre des liens UTM. Il y a plein de tutos sur YouTube ou aller sur, je sais pas, sur ma chaîne, peut-être que j'en ai fait. Ça vous permet de savoir exactement quelle vidéo reproduire parce que ce qu'on veut in fine c'est les vidéos qui nous rapportent du cash et donc si vous traquez pas, vous savez pas quoi reproduire. Vous pouvez faire la même chose sur Instagram. Vous pouvez traquer quoi, votre nombre de no-shows, c'est important parce que en fait sans tracking vous savez pas d'où vient l'erreur. Donc principale métrique avec traquer, nombre de DM envoyés, nombre de contenus postés. Enfin là c'est vraiment si vous voulez un truc un peu poussé quand même. Nombre de calls bookés, nombre de calls qui sont venus, genre show up, et nombre de calls closés. Et avec tout ça vous faites les taux et du coup si vous voyez que vous avez des taux inférieurs à 50% en closing, vous pouvez améliorer plein de choses. Inférieur à 30% vous branlez, vous avez une mauvaise offre, ça peut être plusieurs choses. Taux de show up inférieur à 80%, vous avez une mauvaise séquence de nurturing ou de show up. Et il y a quoi d'autre que j'ai dit? Non, bah c'est tout. Et si vous n'avez pas beaucoup de calls, faites plus de contenu, marketez mieux, ayez une meilleure offre. Voilà. Je suis d'accord. Magnifique. Et je vais traquer du coup. Il faut, mec, c'est important. Vas-y, petit mot de la fin, Manel, je t'en prie. Écoute, en tout cas, merci à toi. J'ai retenu qu'il fallait que je traque parce que c'est important. C'est comme les calories. Exactement. Voilà, ça c'est bien pour un mot de fin. C'est comme les calories. On va à la salle, on est dans le business, on veut des résultats. Et bon, on va traquer, voilà. Exactement. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous, c'est très important. Likez cette vidéo. Retrouvez nos 2 réseaux en description. Et prenez des calls avec moi si vous voulez scale votre bise. Prenez des calls avec Manel si vous voulez avoir la meilleure shape possible et le meilleur physique pour toutes vos compètes. Et voilà. À très vite.